Ici au Learning Center Ville Durable de Dunkerque pour notre conférence sur les monnaies locales et complémentaires, solutions monétaires. C'est une conférence qui clôture notre cycle sur la ville est à nous, qui fait lui-même partie d'une grande thématique triennale sur la transition des territoires. Je précise que cette conférence est diffusée sur Facebook dans le cadre d'un MOOC qui a été réalisé par le CNFPT, donc le Centre national de la fonction publique territoriale, qui est ici présent dans nos murs, en partenariat avec Citego et l'Institut Veblen. Il y a donc, le MOOC a déjà commencé, c'est aussi la dernière séance présentielle qui clôture ce MOOC. Et pour information, il y a eu 3000 inscrits et 2600, je crois, plus ou moins, qui ont suivi le MOOC dans leur totalité. Donc, on aura des échanges, on aura une petite introduction, un débat entre les différents intervenants qui vont vous être présentés, qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Toujours dans le principe qui guide nos conférences, qui est à la fois d'avoir une vision de chercheurs qui posent les enjeux globaux et des visions d'acteurs de terrain qui viennent témoigner d'expérience. Et ensuite, le dialogue sera ouvert avec la salle et nous vous demandons donc de bien parler dans les micros pour que les gens qui nous suivent sur le MOOC puissent participer pleinement. Juliette fera aussi la médiation avec la communauté du MOOC et pourra donc également intervenir avec des questions. Voilà, tout de suite, je passe la parole à Stéphanie Cabantou qui va assurer la modération de cette table et qui est de Citego. Merci. Merci Christine Masson et bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille pour Citego. On a coproduit le MOOC sur les monnaies complémentaires et ce MOOC, plus précisément, aborder la question des potentialités des monnaies complémentaires en termes de développement local. Donc en fait, monnaie complémentaire, levier de changement ou pas pour la transition des territoires. Et dedans, un peu le rôle des collectivités territoriales pour accompagner et accroître ces potentialités. C'est un MOOC qui a permis d'aborder l'histoire de la monnaie, la fonction de la monnaie, les enjeux d'une reterritorialisation des activités, dynamisation des échanges à l'échelle du territoire, et présenter un panorama de monnaies complémentaires assez large. Aujourd'hui, l'idée du coup de cette conférence de clôture, c'est d'aborder un aspect qu'on a peu abordé dans le cadre du MOOC et qui ici va permettre d'être développé, qui sont les effets, les impacts des monnaies complémentaires à l'échelle des territoires. Donc pour cette conférence, nous accueillons 3 intervenants, messieurs Desrudé, De Waal et monsieur Itura. Et chacun d'entre eux va se présenter pour expliciter d'où il parle, afin de pouvoir montrer la complémentarité des regards que l'on peut porter sur ces monnaies complémentaires et sur leurs effets sur le territoire. Donc je vais passer le micro à monsieur Itura, qui va commencer par se présenter. J'ai l'impression, oui. Miguel Itura, donc je suis l'animateur du projet de monnaie locale de Boulogne-sur-Mer, donc pas très loin d'ici, qui s'appelle le Boussole. Donc je viens surtout en tant que témoin et pour partager un petit peu une expérience très pratique et très ancrée justement sur le territoire de Boulogne-sur-Mer. Éric De Waal, voilà, je viens de Belgique et je travaille pour Financité, qui est une organisation d'éducation permanente, comme on dit en Belgique, qui travaille entre autres choses sur le soutien au développement des groupes citoyens qui créent des monnaies citoyennes. Il y en a aujourd'hui 10, on fête aujourd'hui
la naissance, l'éclosion de la 10e monnaie citoyenne en Belgique, qui s'appellera l'Orno dans la région de Namur. Voilà. Bonjour, je m'appelle Philippe de Ruder. J'ai une première partie de vie dans le monde de l'économie pure et dure qui m'a conduit à avoir toute une réflexion et à comprendre que le système n'était pas durable. J'ai décidé de ne plus contribuer à cette économie globale. Et en 1992, j'ai quitté le monde des affaires et je me suis posé cette question de comment mettre l'économie au service de l'humain et de la planète. Grande réflexion et qui m'a conduit à m'intéresser à la monnaie, puis à découvrir le monde des monnaies complémentaires. Et après, j'ai co-initié le mouvement des monnaies locales complémentaires en France. Et aujourd'hui, j'habite au Québec et j'essaie de faire la même chose au Québec. Donc, comme vous pouvez le constater, on va avoir une pluralité de regards en plus avec cette approche internationale. Donc, je pense que c'est assez intéressant en plus pour nous donner des idées sur ce qui se passe ailleurs et comment ça peut être réversé dans ce que l'on initie sur nos territoires. Alors, comme on veut parler des effets des monnaies complémentaires, j'ai envie de dire, la première question à se poser, c'est finalement quels sont les attendus des monnaies complémentaires. Quand quelqu'un s'engage dans cette initiative, que ce soit une initiative citoyenne, ou quand, par exemple, un pouvoir public se dit « Tiens, je vais soutenir cette initiative citoyenne ou je vais promouvoir une monnaie locale sur mon territoire », qu'est-ce qui projette, en fait, qu'est-ce qui les engage à aller sur ces monnaies ? Peut-être Monsieur De Waal, qui a accompagné un certain nombre de monnaies complémentaires citoyennes en Belgique, un peu tout l'esprit qu'il y a derrière les gens qui s'engagent dans ce processus-là. Alors, je vais d'abord préciser le processus. Donc, on parle de monnaie complémentaire, c'est-à-dire qu'elle est complémentaire à l'euro, locale parce qu'elle a un territoire bien défini. Et puis, dans notre cas, on parle de monnaie citoyenne parce que le mode de gouvernance de ces monnaies, ce sont des assemblées citoyennes qui s'organisent en association et puis qui président aux destinées des réseaux qu'elles ont créés. À côté de ça, on peut avoir des monnaies à finalité commerciale, des monnaies à finalité sociale, des monnaies à finalité politique, allez savoir. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction de l'objectif que l'on poursuit qu'on va définir un outil. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est ce que je connais un petit peu pour y participer activement. Ce sont des monnaies citoyennes, donc des collectifs citoyens qui se rassemblent et qui décident de reprendre un peu la main sur leur économie du quotidien via un grand jeu de société qu'on appelle les monnaies. Alors, qu'est-ce qui les motive ? Simplement une compréhension grandissante du fait que l'économie dominante ne laisse pas beaucoup de place aux citoyens, qu'elle n'est pas faite pour notre émancipation, mais plutôt pour notre asservissement, qu'on n'a pas beaucoup de bras de levier par rapport à cela. Et donc, en s'organisant entre nous, sur base locale, avec des producteurs, des transformateurs, des marchands dont on apprécie la façon de travailler et qu'on va recenser dans une charte, eh bien, on essaie de recréer des circuits économiques locaux sur lesquels on reprend un peu de maîtrise. Monsieur Leruy, vous voulez compléter ? Oui, compléter, parce que je suis tout à fait en harmonie avec ce qui vient d'être dit, mais quand on est, par exemple, dans un groupe qui cherche à promouvoir une monnaie complémentaire, quelle qu'elle soit d'ailleurs, donc il y a le groupe promoteur qui a sa propre vision des choses, son propre objectif, et qui va essayer de le proposer à des personnes. Et dans le contexte particulier des monnaies locales complémentaires, que ce soit en France ou au Québec, je crois que très souvent, quand on abordait les gens, je constate déjà un phénomène d'urgence, c'est-à-dire que très souvent, c'est qu'est-ce que j'y gagne ? Que je sois une entreprise ou que je sois un particulier, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Parce qu'il y a aujourd'hui une urgence, enfin pour beaucoup de personnes, il y a une peur, une précarité. J'ai besoin en tant qu'entreprise locale, petit commerçant ou autre, j'ai des difficultés. Est-ce que la monnaie locale va m'apporter un plus ? Et en tant que citoyen, souvent, on a aussi affaire à des gens qui ont un porte-monnaie qui maigrit souvent, avec des difficultés de bouclage de fin de mois, et où il y a cette attente de est-ce que la monnaie locale va me permettre d'améliorer mes conditions ? Ce qui est différent souvent du groupe promoteur qui, lui, va voir et attend de ces monnaies une transformation de la société, une transformation de la pensée. Elle s'appuie en général sur des chartes de valeurs, donc où on se projette dans un avenir où on cherche à créer un monde plus durable et où la réponse à l'urgence est difficile à faire percevoir dans la mesure où on aborde plutôt les choses sous l'angle de l'amélioration du collectif qui retombera nécessairement sur l'amélioration de l'individuel.
alors qu'il y a une attente très souvent sur mon urgence individuelle. C'est intéressant parce qu'effectivement, ça montre si la pluralité des acteurs qu'il peut y avoir dans ce type de projet-là et comment on va se poser la question de la prise en compte des différentes attentes. Monsieur Toa, vous évoquiez alors en amont de cette conférence que la commune de Boulogne soutenait en fait le projet sur lequel vous êtes engagé. Et du coup, les motivations de la collectivité par rapport à ce soutien, elles sont de quel ordre ? Tout d'abord, pour compléter, il s'agit bien, pour pas mélanger, d'initiatives citoyennes. Et donc chaque initiative sur chaque territoire est différente. Elle dépend du territoire, mais elle dépend aussi des citoyens qui vont s'engager dans un premier temps à la construction du projet. Cette communauté, elle décide ensuite des valeurs et de l'éthique qu'elle va donner, qui va être différente d'un territoire à un autre. Ça, c'est pour la première partie qui va être la construction du projet. Pour répondre ensuite à la question et le rôle d'une collectivité dans ce projet-là, c'est le moment où finalement on va avoir le projet comme il a été porté à l'origine par les citoyens, et puis une certaine politique publique ou des intérêts qui vont finir par converger autour de comme M. Derrida en parlait, de l'urgence parfois de commerçants qui sont dans une situation, dans des situations difficiles, mais aussi pour utiliser la monnaie locale comme outil d'une politique sociale autour de notions d'éducation populaire et de transformation des habitudes de consommation. C'est plutôt dans ce sens-là que le projet va finir par s'inscrire dans quelque chose qui va parler à la collectivité. Alors, vous avez suivi un certain nombre de projets, qui sont plus que des projets aujourd'hui puisqu'ils sont pérennes. Vous, par exemple, Boussole, vous êtes engagé depuis 5 ans, il me semble, sur l'initiative. Au jour d'aujourd'hui, quels effets on peut percevoir de ces monnaies sur les territoires dans lesquels ils s'inscrivent. Et quand on diffusait le MOOC sur les monnaies complémentaires, les apprenants évoquaient des effets un peu pêle-mêle qu'ils percevaient, de type des effets plutôt sur les individus, de type d'implication, de sentiment d'appartenance au territoire, des effets sur la société en termes d'accessibilité sociale, par exemple, de certains services ou de certains biens, ou des effets de type environnementaux, si ça permettait de promouvoir des produits plus éco-responsables, des agriculteurs bio du territoire, etc. Est-ce qu'on peut avoir un peu une appréciation, une typologie de ces effets sur les expériences que vous avez pu suivre, accompagner ou analyser ou vivre? Bien, je donnerai 2 catégories d'effets palpables. Une première catégorie, et c'est probablement celle qui me passionne le plus, c'est l'ouverture d'esprit que ça permet chez des personnes qui ne sont ni économistes, ni mathématiciens, ni cadres supérieurs, et qui osent ouvrir leur esprit à la meilleure compréhension des systèmes économiques dans lesquels on vit, par le petit bout de la lorgnette des dépenses du quotidien. Ça, c'est vraiment essentiel. Et qui, ensemble, lisent, s'informent, écoutent, réfléchissent et surtout agissent en développant ces petits réseaux de monnaie citoyenne. Alors je dis petits réseaux parce que ça reste un impact strictement économique très modeste. C'est dans le meilleur des cas quelques dizaines, parfois peut-être quelques centaines de milliers d'euros qui sont transformés en monnaie citoyenne. Mais par contre, les compétences que toutes ces personnes ont acquises et l'éveil que ça suscite, y compris chez les entrepreneurs, et ça c'est notre hypothèse implicite, permettra le jour où nous vivrons des basculements systémiques, des grosses crises économiques, des crises monétaires, et les économistes sont de plus en plus d'accord pour dire que ça nous revient. Il y a même une espèce de petit concours à savoir qui l'aura prédit le dernier juste avant qu'elle arrive, comme ça après il pourra dire je l'avais prédit juste avant que. Et donc on est aussi un peu dans des incantations autoréalisatrices comme ça. Enfin bref, on sait que ça va nous tomber dessus. Et au moment de ce basculement, tout ce que ces personnes, tout ce que ces collectivités auront commencé à réaliser ensemble, ce sera utile pour que les intelligences collectives fassent en sorte de consentir
moins mal, voire mieux. Donc ça, c'est le premier effet qui pour moi est un effet d'émancipation citoyen qui est vraiment essentiel et urgent. Et le deuxième effet, il est beaucoup plus pragmatique, mais trop peu souvent mis en avant, c'est que quand un système de monnaie citoyenne fonctionne depuis quelques années, et c'est le cas de plusieurs en Belgique, on voit des vrais effets économiques positifs mesurables. Alors je prends un petit exemple un peu emblématique. C'est une petite entreprise de fabrication de savons artisanaux qui viennent trouver les porteurs de projets d'une monnaie à Liège qui s'appelle le Valeureux et qui disent voilà, nous on est jeunes, on se lance, on fabrique du savon artisanal, on veut rentrer dans le Valeureux. Ils signent la charte, ils entrent dans les valeurs. Et puis, ils n'ont plus qu'à aller trouver la centaine de partenaires qui étaient à ce moment-là pour dire, ben voilà, nous on fait du savon, on peut le déposer chez vous, vous pouvez nous payer en Valeureux. Et du coup, en 2 jours de prospection, ils ont eu une quinzaine de points de dépôt pour leur savon, ce qui est une efficacité commerciale assez remarquable. Et pourquoi est-ce que les commerçants ont accepté? D'abord parce qu'ils sont forcément à les mêmes valeurs, puis ils ont signé la même charte, mais aussi parce qu'ils peuvent se débarrasser de ces foutus valeureux qui encombrent leur caisse, qui ne savent pas trop quoi faire avec. Voilà, et c'est le jeu du valet noir ou du valet puant. Vous voyez, vous en avez dans votre caisse et il faut s'en débarrasser à tout prix. Soit on rend la monnaie à des gens qui payent en euros, soit on paye des fournisseurs. Et vous avez une petite PME, une petite boîte qui arrive, qui dit moi je vais les prendre. Tiens, fille, vas-y, hein. Fille, c'est comme on dit à Liège. Hein. Tiens, vas-y, mets-les là. Et puis ça a amorcé leur business de façon significativement efficace. Je vais compléter également, mais sur la même note quelque part. Hein. Il est difficile d'avoir une vision très, très globale et puis de dire qu'on a pu mesurer l'impact de cette expérience parce que c'est encore très jeune. Hein. En France, pour les monnaies locales complémentaires, la première remonte à 2010. Hein. Donc on n'a pas encore le recul. Et les indicateurs qu'on va utiliser, souvent, sont des indicateurs purement quantitatifs qui sont issus de l'économie traditionnelle et qui ne peuvent pas véritablement mesurer l'impact de nos expériences. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans les indicateurs. Mais une autre anecdote qui est, par exemple, mais qui peut être emblématique de la dynamique qui est lancée par ces monnaies locales, c'est la monnaie de Villeneuve-sur-Lot, l'abeille, qui a été la monnaie pionnière, où une boulangère, une boulangerie qui faisait un pain d'épices très particulier, qui avait besoin de céréales particulières et qui ne pouvait jusqu'à présent se produire que, je ne sais plus où, dans le fin fond de la France, ou voire même en Allemagne, je crois, a rencontré au sein du réseau un paysan bio. Et ils se sont mis d'accord. Ils disaient, toi, tu vas me faire mes céréales, moi, je les achète avec l'abeille. Et donc, ça a eu cet impact. Ce réseau, d'un seul coup, a permis à 2 intervenants locaux de développer une richesse, là, à leur porte. Alors, on ne souhaiterait que la multiplication rapide de ce genre de synergie locale. C'est un exemple d'école où on voit le potentiel que ça renferme. Ça va dépendre, bien évidemment, de l'implication des acteurs. Hein. Est-ce que les commerçants, les producteurs locaux ont cette volonté de développer des échanges? Ce n'est pas la monnaie qui va le faire à leur place. La monnaie n'est que l'outil qui le facilite, mais il faut qu'il y ait vraiment l'implication individuelle. Une autre chose qu'on peut voir et qui est un impact, alors qui est plus une question que pose le développement des monnaies locales actuellement, c'est le rapport faire nombre et faire sens. On s'aperçoit que les monnaies locales, après un certain engouement, on voit combien il y a d'initiatives en réserve actuellement qui cherchent à se forger. Donc il y a vraiment un intérêt fort pour l'émergence de ces monnaies. Puis on s'aperçoit que ça démarre bien et fort, en général, dans la première année, 2 premières années. Puis on arrive à un palier de saturation qui est assez représentatif des choses. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'il y a un rapport entre le nombre d'entreprises et le nombre d'utilisateurs qui est faible. On va avoir par exemple 100 commerces ou 100 entreprises pour 500 ou 600 utilisateurs, ce qui est tout à fait un rapport qui est beaucoup trop étroit pour que le système soit vraiment vivant. Il faudrait que ce soit au moins multiplié par 50 hein, pour que le réseau soit vraiment dynamique. Mais encore une fois, on est au début, donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, mais qui montre qu'on arrive à un moment où il y a
on décroche sur la compréhension et l'utilité de l'outil. Donc on va s'adresser à des personnes qui y croient et qui persistent, parce que malgré ça, au bout de quelques années, ça continue à vivre, il y a une persistance, donc c'est intéressant. Mais voilà, donc il y a un effet là qu'on n'attendait pas, mais qui se manifeste et qui est vraiment assez général, même dans les monnaies les plus couronnées actuellement, dont par exemple le SCO au Pays Basque. Bah c'est quoi? C'est 600 entreprises d'un côté avec un peu plus de 3000 utilisateurs de l'autre. On est toujours dans un rapport de 1 à 5 ou 1 à 6, quoi. Donc il y a quelque chose là qui pose question, mais qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'on se dit il faut du nombre effectivement pour que ce soit vivant, mais est-ce qu'il ne faut pas non plus aussi un enracinement dans les valeurs et dans la compréhension du système qui ne peut se faire que si le sens reste très ancré, une priorité fondamentale. Est-ce que pour la monnaie boussole, au bout de 5 ans, on peut déjà apprécier des effets, ou c'est trop jeune par rapport justement à ce qu'évoquait M. Desrudé sur il y a deux le réponses. temps de construction, je dirais, qui en soi... Il y a deux réponses Oui. différentes et je vais reprendre un petit peu les mêmes propos. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être quantifiable, qu'on va pouvoir mesurer et qui est sans doute pas la plus importante, parce que ce serait dommage de prendre des indicateurs qui vont être uniquement quantitatifs pour ce type de projet. Mais oui, on observe justement des changements de comportement. On observe aussi ce phénomène de palier, comme M. Drigler était en train d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a un engouement au départ, et on va à un moment aussi plafonner. On va plafonner parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est face à une communauté de personnes qui étaient a priori déjà convaincu. Et le plus difficile, c'est ça. C'est ensuite cette espèce d'effort marginal pour transformation arriver à un nouveau type de public. Et c'est là qu'on doit réussir aussi à adapter le projet, à adapter le discours, parce qu'on s'adresse plus au même public. Et c'est aussi toute la difficulté justement de pérenniser ce type de projet. Mais c'est aussi tout l'intérêt, c'est-à-dire que là, on va chercher des nouvelles personnes qu'on va dans un premier temps convaincre, et dans un deuxième temps qu'on va amener à consommer autrement. Et c'est ce qui est le plus intéressant, parce que c'est la mission aussi des monnaies locales d'être un outil qui va progressivement faire évoluer un territoire et son économie. Et alors, du coup, pour des citoyens qui souhaiteraient s'engager dans un type de projet, dans ce que vous évoquez sur les effets, on sent l'importance du coup du travail sur le réseau préalable, sur l'éducation permanente, comme vous l'évoquiez, pour justement anticiper aussi peut-être ces effets de palier et de plafonnement, de transmission des valeurs, ou du moins d'adhésion à quelque chose qui transcende un peu le projet. Est-ce qu'on peut parler un peu de... Est-ce qu'il y a des conditions optimales au départ, en fait, sur le territoire, qui vont faire que ce territoire-là, peut-être que ce sera plus facile, parce que il a un profil socio-économique déjà, où justement les entreprises, elles vont trouver à pouvoir s'approvisionner chez l'un et reverser et revendre chez l'autre, ou est-ce que, par exemple, la forte appartenance au territoire que peuvent avoir déjà peuvent ressentir déjà les citoyens, parce qu'on évoquait le SCO du Pays Basque tout à l'heure, donc effectivement le SCO, on se dit oui, il y a déjà un sentiment d'appartenance culturelle au territoire qui peut-être participe aussi de la réussite, ou en tout cas du déploiement de l'initiative. Est-ce que vous percevez dans les expériences que vous avez vues, que vous connaissez, peut-être des ingrédients, en tout cas, qui vont un peu faciliter le projet et sa pérennité aussi? Alors, c'est évident qu'un sentiment d'appartenance territoriale, ça aide. Un projet qui marche bien en Belgique, c'est celui qui est autour de Liège, avec le Valeureux, mais les Liégeois ont un sentiment d'appartenance fort à leur territoire.
Mais ce n'est pas la seule recette. On peut avoir des territoires, je pense à l'Ardoise, qui est en création entre l'Est et Semois, donc un milieu très rural dans le sud de la Belgique. Et là, c'est plutôt la dynamique citoyenne qui est partie de où fais-je mes dépenses, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je connais comme commerce qui correspond à nos valeurs, etc. Et puis, en faisant cette liste à plusieurs, ils se sont rendus compte que leur région était bien plus riche qu'ils ne le pensaient. Et du coup, vous construisez une fierté, quelque part, un plaisir de se trouver dans une région où la grande distribution n'a pas tout détruit. Il y a encore des gens, et il y a des gens qui reviennent et qui recréent de l'activité, qui se lancent dans le maraîchage, dans l'élevage, dans la transformation, dans le bâtiment, dans toutes sortes de métiers. Et du coup, vous appuyez là-dessus. Mais c'est vraiment super important de repartir de où est-ce que je dépense mes sous, où vais-je faire mes courses, qui est-ce que je fais vivre par mes dépenses, et de reconstruire là-dessus un sentiment d'appartenance au territoire. Avec un élément essentiel que plusieurs groupes commencent à bien développer, c'est la notion de plaisir, de se retrouver, d'échanger. À Liège, ils ont créé par exemple les apéros du Valeureux, c'est une fois par mois, de façon tournante dans chaque commerce, enfin dans les commerces partenaires. Et ça consiste simplement à se retrouver, boire une bière, la Valeureuse qu'ils viennent de créer d'ailleurs, voilà. Et puis d'amorcer ces discussions, et je terminerai par là, autour du prix des choses. Et là, pour moi, on est au cœur du projet socio-économique des monnaies citoyennes, c'est discuter du prix des choses. Je suis en train d'écrire un petit texte qui s'appellera « Le prix de la courgette », puisqu'il y a eu de gros débats l'été dernier autour du prix de la courgette. Il y avait des courgettes partout dans les jardins, et alors les gens qui les cultivent, ils disaient écoute, l'année prochaine, j'en ferai plus parce qu'elles ne valent plus rien quand je peux les vendre. Et alors les mangeurs de courgettes disaient non, mais c'est dommage parce qu'elles sont excellentes tes courgettes. Il dit oui, mais je ne gagne rien avec ça. Et du coup, c'est amorcé toute cette question autour du prix et du fait de dire, même s'il y en a dans les jardins, si le gars il les a plantés, je vais quand même en acheter chez lui. Et la monnaie a servi de déclencheur, de lien, de faire en sorte que ces personnes se retrouvent autour d'un verre à discuter du prix des légumes. Voilà. Ça, c'est le genre d'effet tout à fait palpable, difficilement mesurable, mais qui sont néanmoins de l'économie réelle, proche de notre quotidien. Je crois qu'on en revient toujours à la question infinie de l'humain. C'est un territoire, ce sont des humains qui l'habitent. Il me semble que pour une monnaie complémentaire, quelle qu'elle soit, elle va d'abord s'appuyer sur le dynamisme des réseaux qui peuvent exister localement. Parce que si on veut faire passer un message, faire comprendre l'intérêt, si on le fait tout seul et qu'on a personne ou qu'on n'a pas de réseau autour de soi auprès desquels on peut relayer un projet, quel qu'il soit, là c'est difficile. Donc oui, la notion de territoire est importante en termes de capacité de circulation de la monnaie, donc d'avoir des activités complémentaires où une entreprise va pouvoir se fournir chez une autre pour faciliter la circulation de la monnaie. Si on est sur un territoire où il n'y a pas de production de richesse ou très peu, où il n'y a pas de complémentarité dans la production de la richesse, la monnaie locale ne va pas circuler et ce sera une pénalité. Donc est-ce qu'on est dans un bassin où il y a une complémentarité, donc calquer, en fait, déterminer la taille de notre monnaie, de notre réseau de monnaie locale en termes de capacité d'échange. Ça, c'est fondamental. Et deux, pour en faire comprendre l'intérêt, il faut pouvoir s'appuyer sur des réseaux qu'on va pouvoir mobiliser si on est tout seul ou même on est un groupe fondateur de 7, 8 ou 10 personnes. Si ces 7 ou 10 personnes sont très isolées et n'ont pas cette capacité de partager avec d'autres réseaux, ça va être beaucoup plus difficile de motiver les choses. Avec cette difficulté, où j'apporte un bémol par rapport à ce que mon ami vient de dire, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui sont soit dans le camp des personnes qui sont déjà engagées dans une action de transition et qui vont nous dire mais attends, acheter responsable, acheter local, ça fait déjà longtemps que je le fais et je n'ai pas besoin d'une monnaie locale pour ça. Si on limite la vision de la monnaie locale à ce critère, on a beaucoup de personnes qui sont déjà engagées
et qui ne vont pas rentrer dans le réseau monnaie locale parce qu'elles n'en voient pas l'intérêt, parce qu'elles ne voient pas au-delà de la simple consommation locale et plus responsable. Puis l'autre partie de la population qui aujourd'hui n'est pas encore très sensible aux grands enjeux mondiaux qui se jouent, vont nous dire, attends, votre joujou, là, vous croyez que c'est ça qui va changer le monde? Ça représente quoi? C'est une goutte d'eau dans la mer. Donc, ça ne leur paraît pas pertinent par rapport aux enjeux globaux. Ils comptent beaucoup plus sur la prochaine élection avec un président omniprésent, omnipotent qui va nous faire le bonheur à notre place. Donc, voilà. Et donc, je crois que les acteurs actuels se situent dans une frange de personnes qui sont engagées, mais ils sont engagés sur une vision à plus long terme et qui comprennent que même si c'est difficile, même si ça demande de l'engagement, ça ne va pas se faire en un clin d'œil parce que c'est toute une transformation individuelle et collective qui est à entreprendre et qui voit dans la monnaie le lien, l'outil fédérateur qui va permettre de réunir nos forces, nos réflexions et d'aller bien au-delà. Est-ce que sur le territoire de Boulogne, du coup, ce côté, je dirais, savoir finalement qu'on est là pour quelque chose qui dépasse un peu le projet, sans s'enferrer dans le projet en lui-même, parce qu'il nécessite d'être géré au quotidien, parce qu'il faut créer du réseau, il faut créer des nouveaux adhérents, etc. Comment vous jonglez en fait un peu avec ça? Alors, avant de te passer la parole, comme j'ai le micro, je réponds rapidement à M. de Ruder. Quand des gens qui sont déjà convaincus disent « mais je vais déjà dans ce type de commerce », eh bien, ce qu'on leur répond, c'est « eh bien, vas-y encore plus ». Et tu sais quoi, quand tu prends de la monnaie citoyenne et que tu la dépenses là-bas, tu obliges celui à qui tu la donnes de jouer le même jeu que toi. C'est-à-dire que tu transformes ton acte individuel en construction systémique. Voilà. Alors, en général, ça fait débat, mais ça passe. Autour d'une valeureuse, c'est bon. Okay, donc, je reprends l'exemple des rencontres qui se passent une fois par mois, c'est ça, autour de la valeureuse, plutôt que le valeureux. Non, on a du mal. On a du mal des fois à analyser ces comportements-là. On voit aussi des personnes qui nous disent tout simplement, mais moi je consomme déjà, local et responsable, donc je n'ai pas attendu que vous créiez Boussole pour me poser la question. Et donc on a parfois, et c'est aussi l'aventure d'un projet de monnaie locale et associatif, parfois de mobiliser. C'est-à-dire que la dynamique qui s'était créée au départ, elle peut aussi être difficile à maintenir. C'est pour ça que je rebondissais là-dessus, mais cette façon de réunir les gens, de les faire participer à la gouvernance du projet, puisqu'on est toujours sur des projets avec des gouvernances le plus participatives possible. On est aussi confronté finalement à des acteurs, qui soient acteurs économiques, donc commerçants, ou acteurs économiques issus de l'économie sociale et solidaire, ou aux utilisateurs, donc citoyens, confrontés aussi au quotidien. C'est-à-dire que on va et même si on est convaincu par ce type de projet, avoir tendance aussi à finalement à se replier, à oublier justement l'intérêt collectif de ce genre de projet. Et donc même si ces personnes-là restent convaincus, utilisent encore les boussoles, elles ne prennent pas totalement part dans le projet en venant s'impliquer de façon plus citoyenne et en étant des vrais acteurs du projet plutôt que des simples utilisateurs d'une monnaie locale, puisque c'est jamais ça l'objectif. Alors, vous évoquez du coup, chacun d'entre vous, un certain nombre de limites en fait aux monnaies locales, à la fois dans la capacité à les mettre en œuvre et à les pérenniser, enfin en tout cas des écueils auxquels il faut faire attention, mais aussi peut-être des limites dans le sens où on n'a peut-être pas anticipé certaines difficultés, ou en tout cas certaines choses qu'on pensait qu'elles se feraient naturellement, comme par exemple la création de
collectif, la gouvernance du projet, l'inclusion de plusieurs activités économiques ou le fait que chacun pourrait trouver effectivement dans l'activité économique du voisin sa place dans le projet. Certains des apprenants du MOOC s'interrogeaient aussi sur les limites de type justement coût monétaire pour le coup justement des projets en termes d'animation de projets, en termes, quand on est dans le cadre de monnaie fiduciaire, papier, etc., d'impression, de réimpression, de création graphique, etc. Et c'était des choses voilà, qui les interpellaient sans qu'ils aient forcément de réponse par rapport à ça. Ça m'amène un peu à poser la question de finalement, quand finalement on va essayer d'embarquer quelqu'un dans ce projet-là, où est-ce qu'on pose la limite, qu'est-ce qu'on lui propose sans, en étant voilà, le plus, j'ai envie de dire, le plus honnête possible par rapport à ce que c'est et ce que ça n'est pas, et quel point d'attention à donner aussi à des personnes, des collectifs qui souhaitent voilà, développer leur propre projet, voilà, un peu les points de vigilance à avoir avant de s'embarquer. Peut-être Boulogne peut commencer avec Boulogne, ou comme vous voulez. Une notion de coût est toujours très relative. Elle est relative à l'objectif qu'on se fixe. Si l'objectif est ambitieux, et il est ambitieux, mais il n'est pas forcément compris, le coût est en fin de compte minime par rapport à la taille et à l'ambition de l'expérience, puisqu'on est dans une expérience dont la finalité, c'est d'impulser un nouveau modèle de société, de remettre les choses à l'endroit. Aujourd'hui, tout est vu, la vie est vue au travers du verrou de la monnaie. Il faut d'abord avoir accès à la monnaie pour avoir accès à la vie, quelque part. Il faut gagner sa vie. Et le modèle de société vers lequel on va, c'est un modèle où c'est la vie avec laquelle on doit s'harmoniser, la monnaie ne cherchant qu'à faciliter la production d'une richesse consciente en fonction de ce que la vie nous demande de respecter dans son intelligence. C'est-à-dire que c'est la vie qui est la finalité, le bien vivre ensemble, la monnaie ne servant qu'à faciliter ça. Alors que pour le moment, la vie dépend de l'accès à la monnaie. Donc on est dans une révolution, de remise à l'endroit des choses. Un projet colossal. Et qu'est-ce qu'on va mettre là? Vos billets, ça coûte 2000 € ou 2500 €, etc. Quel est le véritable coût? Le coût, c'est souvent de payer ou de faire payer par la collectivité un demi-salarié ou une salariée, qui est en même temps une richesse. Si on crée un emploi, c'est une richesse. C'est un coût, peut-être parce qu'on va aller prélever de l'argent public pour payer cette personne, mais coût et richesse, c'est la même chose. Ça dépend de... Ça sort d'une poche, ça va dans l'autre, mais c'est à somme nulle. Donc, et puis c'est un travail qui est fait souvent avec des conditions et un volant de bénévoles. Donc c'est une expérience à ambition monumentale qui est faite avec un coût extrêmement réduit. Alors si évidemment on ne voit dans une monnaie locale, dans une monnaie complémentaire, qu'un outil économique pour faciliter la croissance de l'économie locale, redynamiser un peu l'économie, on se dit pourquoi passer par une telle ingénierie, imprimer des billets, développer des programmes informatiques pour lancer une nouvelle monnaie électronique, et puis blablabla, et payer des gens pour faire ça. C'est absurde. Tout ça existe déjà avec la monnaie dominante. Pourquoi aller se casser la tête avec ça? On crée des coûts inutiles. Donc encore une fois, ça va dépendre de la vision, de la compréhension qu'on a de ces alternatives et de bien comprendre l'ambition qui est une vision de mettre les pieds, enfin définir peu à peu, ça prendra des décennies, un nouveau modèle de société. Alors, pour répondre à cette question, je ferai un mixte entre le temps et l'argent. Et on est tout le temps dans le mix entre le temps et l'argent, puisque quand on en emprunte, plus longtemps on le garde, plus cher on le paye. Donc on est toujours dans le temps et l'argent.
Si on prend le développement des monnaies citoyennes, un réseau que je connais un peu bien, celui de la Belgique francophone, on a une dizaine de groupes monnaies, enfin 10 qui fonctionnent et encore quelques-uns en préparation. Et en faisant une évaluation comme ça à la louche, ça fait environ 150 personnes qui sont investies et qui font quelque chose au moins une fois chaque semaine pour le réseau de monnaies citoyennes. Donc vous imaginez en termes de temps consacré, de temps à louer, si on était dans une économie du temps, ce que ça représente comme richesse et comme investissement à long terme, sans nécessité de retour financier, avec plein d'autres retours, mais pas financiers. Alors effectivement, ça c'est déjà une grosse richesse et c'est un grand investissement. Et quand les personnes s'engagent, comme dans tout engagement volontaire, il est opportun de savoir qu'est-ce que tu attends comme retour, pourquoi tu viens, c'est quoi ton objectif à toi dans le collectif. Et puis on trouve un arrangement et les collectifs qui marchent bien sont ceux où on pose ces questions de façon plate, directe et d'emblée. Alors une fois qu'on a dit ça, se pose après la question du financement, puisque au départ, on trouve toujours des bouts de ficelle. C'est parfois un sponsor privé, c'est parfois un club d'entreprise, c'est parfois un pouvoir public, c'est parfois une société folklorique ou une autre association qui va financer l'amorce, les premières impressions, etc. Et puis se pose la question effectivement du salariat. Quand le volume grandit et qu'il y a une responsabilité aussi qu'on prend par rapport à ces petits billets qu'on fait circuler, c'est quand même des vrais sous. Si je prends le valeureux, là, ils viennent d'imprimer 300 000 euros qui sont planqués dans des caisses un peu partout, dans des coffres à la banque, tout ça. Voilà, ils ne circulent pas encore tous, mais enfin, voilà, c'est quand même une masse qui devient... Enfin, je veux dire, il ne faut pas faire le guignol, quoi. Il faut quand même être un peu sérieux. Et du coup, se pose la question du salariat. Et quand on se pose la question du salariat, se pose la question du potentiel qui existe dans les pouvoirs locaux, et soit de mise à disposition de personnel, soit de subventions, etc. Et il est évident, et on le remarque dans tous les projets européens qui prennent de l'ampleur, que quand on sait faire bras de levier avec les pouvoirs locaux, c'est un vecteur d'accélération et de développement important. Mais ce que l'on retient de nos quelques années d'expérience, c'est qu'avant d'entrer dans cette discussion-là, il faut que les collectifs citoyens fondés sur une base volontaire soient suffisamment structurés, soient suffisamment solides pour discuter financement avec les pouvoirs locaux, tout en gardant une gouvernance citoyenne. Puisqu'on est sur du local, la tentation est grande de devenir le jouet de monsieur ou madame le maire. Je ne vous ferai pas un dessin. Et donc, pour éviter ce biais, qui est un biais assez connu en démocratie, je veux dire, ce n'est pas nouveau, et on peut éviter ce biais quand on a un collectif citoyen qui est bien structuré, qui a fixé ses objectifs, qui fonctionne, et puis qui discute, collectif citoyen avec représentants des citoyens, à comment on peut utiliser une petite partie du bien commun qu'est l'argent public pour développer un grand jeu de société qui va déboucher sur une nouvelle façon d'envisager l'économie. Tadam! Donc oui, là je vais donner un petit peu l'expérience boulonnaise pour répondre à la question. Donc, avant justement la question du salariat et du modèle économique, il y a vraiment, et vous en avez parlé, ce temps d'ingénierie qui va être le temps de création de la communauté, ensuite de création du projet, et ensuite de première mise en circulation. Ce temps-là, il est difficile à valoriser, puisque c'est du temps souvent bénévole, mais c'est aussi réussir à mettre autour de la table justement différents partenaires. À Boulogne-sur-Mer, ça a été le Crédit municipal de Boulogne-sur-Mer qui est devenu la banque du Boussole, la communauté d'agglo qui a aussi offert un soutien technique puis financier sur le projet. Et ça, c'est des choses, c'est des temps importants avant d'arriver à la question du salariat. Ensuite, après, quand le projet est lancé et qui prend forme, qui prend vie, il se pose justement la question de l'animation, même si le réseau des prestataires et le réseau des utilisateurs doivent rester les premiers ambassadeurs pour continuer à faire grandir le projet. Mais donc la question du salariat, de l'animation, du modèle économique du projet, elle vient forcément se poser ensuite. Et là, chaque
monnaie y répond un petit peu à sa façon. Ça peut être par un commissionnement sur les opérations, comme ça peut être du partenariat avec des collectivités locales, voire des dons pour certains partenariats privés. Mais voilà, c'est peut-être la partie la plus compliquée qui va faire que le projet se pérennise ou non. Ça, c'est mon approche personnelle, mais on parle d'une alternative citoyenne, et il me semble que si on est dans une alternative citoyenne, le citoyen qui y participe doit imaginer parvenir à l'autofinancement par le biais d'une cotisation annuelle. Il est naturel qu'au début d'une expérience, on puisse aller chercher un financement extérieur, mais si on veut trouver notre liberté d'action et la totale responsabilité de notre engagement, il ne faut pas rester au biberon et viser à arriver à un certain stade l'autofinancement pour pouvoir s'exprimer et faire exprimer à l'expérience son total potentiel. Je crois que c'est quelque chose qui me semble important et qui nous fragilisera d'autant moins, parce que le jour où les pouvoirs publics pourraient décider qu'après tout, leur petite histoire, là, ça va faire et on veut les supprimer, il suffit d'arrêter les subventions et tout le monde retourne se coucher. Donc il est important que les citoyens que nous sommes, si on croit vraiment dans ce système, nous dotions de tous les moyens pour exprimer le plein potentiel de notre expérience. En fait, on est vraiment dans aussi des démarches, du coup, où à chaque fois, il faut vraiment anticiper le coup d'après, je dirais, pour justement arriver, par exemple, à cette capacité à être autofinancé et donc à ne plus, effectivement, dépendre de... Et je dis ça parce qu'il y a certaines expériences qui ont imaginé ne pas du tout demander de cotisation ou autre chose de ce genre pour attirer les gens en disant bah, « ça ne vous coûte rien, vous pouvez venir là-dedans ». Ouais, mais bon... Ça va évoluer comment cette affaire? Et puis le fait de si je mets rien, bon, j'y pense en touriste. Il y a peut-être un manque, il y a un manque d'investissement. Tout ce qui est complètement gratuit, j'en profite le temps, puis ça m'intéresse pas trop, je m'en vais. Où est l'implication? Je crois que ce sont des actes symboliques, mais marquants quand même. On vient dans une expérience citoyenne qui va demander du temps, de l'intelligence, et puis quelques sous au niveau personnel. Et ça me semble, ça fait partie du jeu. Comme disait aussi M. De Waal, avec cette idée que pouvoir penser aussi ce qu'on attend en retour de cet investissement. Je trouve ça intéressant de se dire que oui, on est prêt à s'investir, mais qu'est-ce qu'on en attend? Et d'être clair au départ, ça permet aussi à tout le monde de mieux se positionner dans l'affaire, quoi. Et pour rebondir dans le même axe tout à fait sur ce que vous disiez, effectivement, on doit à terme arriver à des systèmes qui s'auto-supportent au niveau financier. Et il y a deux axes. C'est que d'abord, c'est un support promotionnel tout à fait remarquable. Je prends un exemple, un office du tourisme qui décide de sortir une brochure qui va promotionner les opérateurs qui acceptent les unités de monnaie citoyenne. C'est une promo gratuite, elle est gratuite pour le commerçant en tout cas, et ça vaut une contrepartie. Parallèlement, on a aujourd'hui une explosion des systèmes de paiement électronique de toutes les sortes avec une concurrence, ou en tout cas en Belgique, il y a vraiment une concurrence qui s'installe au niveau des terminaux de paiement. La plupart des terminaux de paiement coûtent vraiment très cher aux entrepreneurs. Et donc si à un moment donné, on arrive avec une offre, qu'elle soit papier et électronique, généralement, les projets prévoient les deux en parallèle. Si vous êtes, d'un point de vue marché, en dessous du coût que ce que représentent les systèmes de paiement dominants, vous pouvez vous positionner sur le marché sans aucune honte ni vergogne. Et là, ce sont des pistes de financement avec derrière une gouvernance citoyenne. Je le rappelle, dans les systèmes de monnaie citoyenne, tous les opérateurs économiques sont membres de l'Assemblée générale, ont donc un regard sur ce qui est fait des futures rentrées significatives dans le réseau. Et donc, vous avez aussi une inclinaison à participer financièrement à un système plus importante quand vous avez aussi un contrôle sur ce qui en est fait. Ce qui est loin, très loin d'être le cas des systèmes de paiement développés par les monopoleurs privés du système. On va peut-être, avant de passer... vous avez quelque chose? Non.
Avant de passer la parole à la salle et aux internautes, un petit mot de conclusion sur justement peut-être l'intérêt, le pouvoir des monnaies locales complémentaires en termes de développement local, pouvoir transformateur, pédagogie, conscientisation. Où est-ce qu'on place ce curseur d'après vous, et comment vous percevez ce lien entre monnaie locale complémentaire et justement redynamisation des territoires et c'est un sentiment de changement de pratique et de mode de vie et de représentation. 2-3 mots. Moi, je vais revenir à ce qui s'est dit. Le point central du développement du projet de monnaie locale à Boulogne, c'est l'appropriation qui en est faite par les habitants et qui ensuite, les monnaies locales, elles doivent être perçues aussi, et simplement comme un outil parmi d'autres dans des enjeux plus importants, plus globaux, et elles viennent s'inscrire à côté d'autres outils qui existent déjà sur les territoires ou qui sont en train d'émerger, et c'est aussi comme ça que peut-être elles trouveront des modèles économiques un peu plus stables, mais c'est en s'inscrivant en partenariat peut-être aussi avec d'autres initiatives sur les territoires qui nourrissent les mêmes objectifs. Alors, je vais aller assez vite parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Je dirais en conclusion que c'est un grand jeu de société émancipateur pour les citoyens, et en cela on doit développer le plaisir et l'envie d'y participer. Et en termes de structure, une chose sur laquelle j'aime insister, c'est sur le fait qu'on n'est pas en train de reproduire un système pyramidal avec des délégations et des prises de pouvoir. On est plutôt sur un modèle d'un grand banc de poissons avec des gros, des petits, des plats, des ronds, des jaunes, des bleus, des verts, qui vont tous dans le même sens, qui travaillent en interrelation, en interdépendance, mais qui sont tous indépendants les uns des autres. Et ça, c'est vraiment un modèle de développement qui fait rupture avec les vieux modèles du XXe siècle et des précédents. Et c'est dans cette dynamique-là de partage de savoir, etc., qu'on est en train de développer ces beaux projets. Et puis je terminerai par un clin d'œil. Il y a plein d'internautes qui nous écoutent, semble-t-il, enfin je l'espère en tout cas. Et donc, si vous en avez la possibilité, vous envoyez un petit mail de félicitations à info@orno.be, ça encouragera cette petite monnaie citoyenne qui naît aujourd'hui dans la région de Namur. info@orno.be. Merci. Conclusion, c'est plutôt des points de suspension ou un point d'interrogation. Ce que je trouve de passionnant dans les monnaies locales, justement, c'est qu'on s'intéresse à la monnaie qui est un symbole de richesse. Et donc, c'est une invitation pour les citoyens que nous sommes de nous reposer la question de la richesse. Mais la monnaie en elle-même ne peut pas faire les choses à notre place. C'est vraiment l'expérience qui a cet avantage de répondre à deux préoccupations. Une préoccupation immédiate qui est celle de redynamiser l'économie de notre territoire, parce que c'est la richesse qui existe, celle qu'on produit, celle qu'on échange localement, et qui cherche à répondre à l'urgence dont je parlais tout à l'heure. Et puis, le deuxième aspect, c'est l'espèce de transformation de notre mode de pensée pour co-initier le modèle de société de demain, mais qui nous demande de la réflexion, de la rencontre, du débat. Bref, ça ne se fera pas tout seul et ça va prendre tout ça beaucoup de temps, beaucoup de patience. Mais tout cela dépend de l'implication qu'on en aura, tant pour répondre à l'urgence que pour répondre à l'invitation sur le modèle à venir. C'est encore une fois, c'est pas parce que j'ai de la monnaie, un petit bout de papier qui est d'une couleur différente de l'euro, qui va faire le travail à ma place. Ça va me rappeler que je suis engagé dans quelque chose qui se veut avoir du sens, puisque nos monnaies sont en général appuyées sur une charte de valeurs. Et donc on est vraiment dans un train en marche dont on ne connaît pas encore la destination. C'est à nous de la créer, cette destination. Et donc la monnaie, en tant qu'outil universel de représentation de la richesse, inclut en même temps les autres alternatives. C'est pas à la place, on ne va pas dire tu fais des jardins partagés ou tu es dans telle autre expérience. Non, viens plutôt dans ma monnaie locale, tu verras, c'est plus intéressant. Non, pas du tout. Elle relie, au contraire, tous ces collectifs qui existent dans des expressions d'alternatives
qui sont les leurs, peuvent utiliser sans changer leur propre engagement, peuvent s'engager dans une monnaie locale parce que ça va créer une synergie, ça va créer un lien entre toutes ces alternatives et leur donner la puissance. Oui, c'est ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, de côté systémique en fait. Ça n'est pas à côté, c'est ensemble, quoi. Voilà. Peut-être qu'on va passer aux questions de la salle et Juliette des internautes. Ils dorment, ils sont au foot, les internautes. On est peut-être un petit peu concurrencés par le foot. Vous voyez, quand on parle de notre valeur, hein, on s'attaque à dur, là. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Oui, monsieur. Je regarde si ça marche, ça marche. Bonjour, Pierre Roger de Dunkerque, je travaille à la communauté urbaine. Je comprends bien l'intérêt d'être indépendant et autosuffisant dans la gestion de cette monnaie locale et donc de cotiser pour chaque citoyen. Mais je comprends aussi le jeu gagnant-gagnant pour une collectivité locale à participer à ce type de projet pour pouvoir éventuellement récompenser après, d'une manière ou d'une autre, les citoyens sous forme de monnaie locale. J'imagine que ça se fait déjà, ça se fait sans doute aussi à Boulogne. Voilà, ça peut être les personnes particulièrement civiques ou voilà, enfin, on peut très bien leur donner 20 € en monnaie locale, etc. Enfin, donc voilà, je trouve que c'est aussi peut-être intéressant aussi à avoir en tête pour les élus, pour les collectivités locales, de pouvoir aussi profiter de cette opportunité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors ça, justement, c'est ça qui est souvent critiqué en termes de coûts. Oh, vos expériences sont très coûteuses, particulièrement quand on va commencer à aller vers un fléchage de l'utilisation de ces monnaies. Par exemple, pour récompenser des gestes éco-citoyens, un territoire peut récompenser ses acteurs en leur versant un certain nombre d'unités de monnaie locale, mais qui doivent être à ce moment-là appuyés sur la même somme en euros, parce que la monnaie qui va être distribuée sous forme de monnaie locale et qui va être après dépensée dans les commerces locaux qui l'acceptent, ces commerces locaux vont se retourner après vers cette collectivité pour leur dire, bon ben voilà, j'ai tant d'unités locales, redonnez-moi des euros. Donc ça coûte selon dans la logique actuelle, un certain budget. Il faut mobiliser un budget qui va être distribué sous forme de monnaie locale. C'est ce qui a été valorisé, utilisé par exemple dans le sol toulousain, hein, le sol violette, pour faire participer une centaine de familles de chômeurs longue durée en leur distribuant pendant un certain nombre de mois, je ne sais plus, l'équivalent de 30 € sous forme de 30 sols violettes pour leur permettre d'aller dans les magasins qu'ils acceptaient, de rentrer dans un monde qu'ils ne connaissaient pas, mais qui avait en plus une autre valeur qui était au-delà des sols qu'ils recevaient. Ils recevaient en même temps la possibilité de s'impliquer dans une expérience et de trouver, en devenant ambassadeur de cette expérience auprès des gens du territoire, une utilité sociale et une valorisation non monétaire, celle-là qui leur redonnait une place dans la société. Donc voilà, l'appréciation des coûts, mais aussi l'utilisation de ces monnaies sous différentes formes est passionnante et intéressante. Et voilà. C'est un grand jeu de société, on fait le kit de base et puis après on peut faire les annexes. Hein. Juste un détail sur l'expérience boulonnaise du Boussole. Au change, les consommateurs bénéficient déjà de 5% supplémentaires, c'est-à-dire que pour 20 €, ils reçoivent 21 boussoles. Ça, c'est déjà une première chose. C'est un signe, c'est symbolique, mais c'est aussi pour les encourager finalement à préférer se fournir auprès d'un réseau qui fait partie, enfin qui partage justement des valeurs, une charte, voilà, des outils qui permettent d'identifier des activités qui sont on va dire
meilleure ou moins impactante pour le territoire. Ensuite, il y a cette question qui se pose aussi justement et c'est ça qui peut intéresser justement les collectivités locales qui peuvent devenir partenaires, mais c'est de s'en servir comme outil comme outil pédagogique, mais peut-être aussi des fois comme outil d'inclusion sociale. Il y a plusieurs monnaies locales, dont Boussole qui s'est intéressé justement qui s'y intéressait aussi à bosser avec les CCAS des villes. On en a discuté il n'y a pas très longtemps aussi, je crois que c'était avec Grenoble, je crois, qui a un petit peu ce projet-là en ce moment. Donc ça serait justement d'augmenter cette bonification pour un public visé, un public plus visé, plus précaire, dont on a envie de faire changer les habitudes de consommation, mais avec un discours qui doit aussi du coup être adapté. Il y a tout un travail à faire autour de ça pour pouvoir en faire un outil qui puisse être utilisé justement par les collectivités partenaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Donc, Bruno Delabille, sur le projet d'une monnaie locale à Tournai, donc, ça va s'appeler le YAR. Moi, j'avais une question pour les trois concernant peut-être la relation avec les pouvoirs publics. Donc, dans quelle mesure les pouvoirs publics peuvent être un incitant ou un frein par rapport à la création d'une monnaie locale. Donc, voilà, comment on peut ressentir le fait de dire, bon, il y a peut-être une autorité politique qui s'intéresse à ce qu'on fait, donc est-ce que ça peut être manipulé ou pas, est-ce que ça peut être récupéré, ou est-ce que ça peut vraiment être un incitant par une aide financière ou de personnes qui peuvent être payées par cette autorité pour pouvoir favoriser justement la monnaie locale? Je vais peut-être commencer en restant sur l'exemple du Boussole, mais il y a eu plusieurs temps justement dans le niveau de relation avec la collectivité locale qui a accompagné le projet, donc la communauté d'agglomération du Boulonnais en particulier. Et ça a d'abord débuté par en fait des conventions pour permettre justement de donner accès à l'offre culturelle de la ville de Boulogne-sur-Mer, puis aussi de la communauté d'agglomération. Donc c'est acheter des places de spectacles, voilà. C'était un premier pas. Il y a aussi ensuite eu une convention qui a permis de payer les transports en commun de la régie de transport en commun de la communauté d'agglo. Et ensuite, enfin voilà, c'est aussi en bossant, en travaillant ensemble que je crois que les relations ensuite se précisent. Ensuite, moi, je répondrai pas sur la partie plus utilisation politique ou enfin voilà, c'est pas. Donc pour continuer dans les exemples concrets, une maison du tourisme qui devient un comptoir de change et qui permet aux visiteurs d'échanger, c'est à Liège, d'échanger des euros contre des valeureux, et puis qui va sortir une brochure en reprenant tous les endroits où on peut les distribuer. C'est des partenariats qui sont évidemment intéressants. Maintenant que la ville détache une personne pour travailler quelques heures semaine ou une demi-journée ou davantage à faire du travail administratif pour le système, ça peut être intéressant aussi. Pourquoi pas avoir un appui financier à un moment donné sur des projets ciblés, mais avec toujours cette prudence que la pérennité du système ne doit pas dépendre de cet appui. Mais il est clair que le bras de levier des pouvoirs locaux, et je le disais tout à l'heure, dans les différentes expériences européennes que j'ai pu consulter, est toujours un élément multiplicateur. Si des représentants communaux décident d'avoir, enfin municipaux doit-on dire ici, décident d'avoir une partie de leurs jetons de présence qui sont payés en unité de monnaie citoyenne, c'est un cercle vertueux. C'est de l'argent qui vient des contribuables locaux et qui est réinjecté dans l'économie locale, et qui plus est une économie qui répond à une série de valeurs. Donc, voilà, je veux dire, on serait idiot en tant que promoteur et développeur du système de ne pas encourager ce type de comportement, bien sûr. Un pouvoir local devient un frein ou est un frein si c'est lui qui impulse l'expérience, parce que là on est dans un système descendant, un système descendant où
n'y a plus de citoyenneté. Là, on offre aux citoyens un truc tout fait, piloté par l'organisme, et il n'y a plus d'expérience à ce niveau-là, et donc l'expérience est tronquée. Là, ça devient un frein qui est un frein sur le plan politique, parce que l'outil a déjà une intention souvent qui s'insère complètement dans le système dominant. On veut relancer, par exemple, la croissance économique locale. Enfin, on reste dans la pensée dominante. Donc là, dans ce cas-là, c'est un frein. Mais si les pouvoirs locaux participent, favorisent, soutiennent l'expérience citoyenne, en laissant donc les citoyens piloter et administrer le système, alors bravo, très bien. D'une part, ça donne à cette expérience les ressources et les moyens dont elle peut avoir besoin, et d'autre part, ça donne de la crédibilité. Si on sait qu'une mairie ou des pouvoirs locaux acceptent d'utiliser cette monnaie et y participent eux-mêmes, pour le citoyen même qui n'est pas avisé ou informé, si les pouvoirs locaux sont dedans, c'est que c'est quand même pas un truc, un joujou, quoi. Hein. Et bon, on a surtout l'exemple du Bristol Pound où le maire se rémunérait, se faisait payer. Est-ce que c'est toujours le cas? J'en sais rien, j'ai pas eu les dernières nouvelles, mais voilà, le maire se faisait rémunérer en Bristol Pound. Donc là, il y a vraiment un exemple qui venait du haut, qui ne pouvait qu'inciter la population à croire dans l'expérience. Ça peut être, enfin, ça me fait rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, où en plus, pour le coup, la commune, pouvoir public, est venu partenaire sur une offre, alors par exemple les transports, qui permet aussi peut-être d'élargir le public de la monnaie locale au départ, et donc de participer aussi à cette croissance, pour le coup, du collectif qu'il y a autour de la monnaie locale. Donc peut-être que sur des enjeux justement un petit peu particuliers, finalement de soutenir aussi sur d'autres types d'activités qui sont celles qui relèvent des compétences, là, pour le coup, du pouvoir public. Voilà, peut-être que là, il y a des convergences effectivement à trouver, et on ne substitue pas les uns les autres à ce qui relève de l'initiative citoyenne ou du pouvoir public, mais on essaye de croiser, quoi. C'est complètement ça. Ça a été, et c'est pour revenir à l'expérience Bonnel, mais ça a été construit dans ce sens dès le départ. On parlait tout à l'heure de l'importance de partager au départ des valeurs, une éthique, un projet commun autour de la table. Dès le départ, il y a eu aussi, je parlais tout à l'heure de la banque qui accompagne le projet Boussole, qui est le crédit municipal de Boulogne-sur-Mer, mais aussi la communauté d'agglomération qui est venue aussi participer à la création justement de ces valeurs qui seraient ensuite le socle du projet. Et les transports en commun en faisaient partie, parce que c'était des enjeux identifiés, des enjeux sur lesquels le groupe de citoyens souhaitait agir. Il y avait l'alimentation, il y avait la culture, il y avait la mobilité, et il y avait quatrième m'échappe, il me reviendra. Mais voilà, mais c'est là qu'on retrouve justement dans les enjeux qui ont été identifiés dès le départ. Ensuite, voilà, des leviers qu'on va pouvoir actionner ensuite. C'est pour ça qu'ensuite, il y a eu, ça a facilité le conventionnement avec l'offre culturelle de la ville de Boulogne-sur-Mer dans un premier temps, mais c'est aussi parce que l'enjeu de la mobilité est justement pour aller chercher d'autres publics était hyper important, et c'est ce qui a facilité justement ensuite la convention avec la régie de transport en commun du territoire. Il faut savoir qu'il y a quand même un frein qui est en train de bouger et d'être levé en France, mais qui est le frein des trésoriers payeurs, hein, qui faisait que même lorsque les collectivités locales voulaient s'engager et voulaient rendre accessibles en monnaie locale certains services, là, il y avait le verrou du trésorier payeur et de Bercy qui disant non, nous, on n'a qu'une seule monnaie, c'est l'euro, et vous ne pouvez pas accepter de monnaie locale. Et donc, il y a eu même un procès avec récemment avec le SCO, et Bayonne vient de gagner. Et donc, il y a une ouverture à ce niveau qui fera sans doute jurisprudence et qui va permettre de lever ce nouveau verrou. Et c'est intéressant de voir quand même qu'il y a eu ces deux épisodes intéressants qui ont permis à l'expérience citoyenne de faire bouger la loi, d'une part en faisant reconnaître les monnaies locales dans le paysage monétaire français, à part la loi de juillet 2014, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, et que là, il y a un autre
une autre modification de la loi qui est en ça passera peut-être même pas par la loi, parce que là c'est une particularité administrative de Bercy, mais d'accepter, de reconnaître ou de donner autorisation aux collectivités locales d'accepter la monnaie locale et de l'utiliser dans les expériences. Donc là, on voit comment ces mini-expériences citoyennes qui sont vraiment très anecdotiques dans le paysage global sont quand même en train de faire bouger les choses. On est complètement dans le pouvoir transformateur dont vous parliez tout à complètement. l'heure, sur du temps long qui permet de... voilà. Complètement. Mais là, voilà, il faut avoir de la patience, faut avoir de la détermination, et coup de chapeau à ceux qui, actuellement, s'accrochent et font bouger. Voilà, ben simplement, on s'appuiera là-dessus pour mener les mêmes combats en Belgique, parce que là, les verrous sont toujours fermés. Hein, mais voilà, on invitera nos amis de Logeco, on leur dira, expliquez-leur un peu comment on fait. Et puis, voilà. Il y a d'autres questions ? Moi, je vais en poser une, alors je vais profiter. Donc, ce qui apparaît vraiment au niveau des discussions qu'on a eues là jusqu'à présent, c'est que c'est avant tout une question de dialogue pour repenser la question de la richesse et de gouvernance. Et donc on comprend bien que ce soit que des petits groupes entrent dans cette démarche de dialogue et de gouvernance partagée. Mais quand on essaie de l'imaginer à plus grande échelle, c'est un peu plus difficile à imaginer cette gouvernance. Comment vous la voyez ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas trop grandir l'échelle. On va dupliquer et multiplier des projets à petite échelle, mais qui avancent tous dans le même sens, avec une communauté de valeurs et un commun dénominateur, comme on dit en mathématiques. Et donc pour moi, c'est ce modèle-là qui est passionnant. Il y a aujourd'hui une dizaine de monnaies en Belgique francophone. Il y en a je ne sais pas combien en France, 40, 50, quelque chose comme ça. Voilà, hein, on est dans ces eaux-là. Il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre, il y en a aux Pays-Bas, il y en a en Italie. Et tout ça va faire système. Mais on ne veut pas faire un système. Il va se faire. Parce qu'il y a une avancée coordonnée, il y a une communauté d'esprit qui fait en sorte qu'on a l'intime conviction fondée que nous allons tous dans le même sens. Et on ne va certainement pas reproduire ce schéma où on va créer une fédération, puis une fédération des fédérations, puis une super fédération avec une ou un président qui va donner les orientations à tous ceux qui sont en dessous. On est dans l'inverse. Et la boîte pour laquelle je travaille, Financité, nous, on se situe en dessous des groupes citoyens porteurs. On n'est pas là pour coordonner. On est là comme passeur de savoir, comme soutien, comme compost, comme ce que vous voulez, mais ce n'est pas nous qui tirons vers le haut. C'est nous qui poussons par en dessous pour que ça grandisse. Et c'est ces modèles-là qui sont en train d'avancer de façon très significative. Et assez paradoxalement, on ne le met pas trop en avant pour que les autres nous laissent travailler. Oui, je crois que c'est important ce que tu viens de dire. Alors, il y a un danger, justement. Il y a une propension, souvent, actuellement, dans les débats ou dans les questions qui sont posées, dans les réunions qu'on peut tenir, sur élargir le périmètre de nos territoires, parce que on s'aperçoit que la monnaie ne circule pas suffisamment sur le territoire, parce que les fournisseurs, ils sont ailleurs, donc notre monnaie locale ne peut plus y parvenir. Et donc, il y a la tentation d'élargir le périmètre pour que nos monnaies circulent plus, et d'aller vers une espèce d'universalité, de copier ce que font les monnaies dominantes. Or, je crois qu'il faut vraiment considérer les monnaies complémentaires, en règle générale, par rapport à l'intention qui est derrière. Si on est dans une monnaie locale, complémentaire, citoyenne, comme tu le rappelais tout à fait au départ, hein, citoyenne pourquoi, locale pourquoi, et elle ne répondra pas à tout, parce qu'elle n'a pas vocation à répondre à tout, mais à véritablement chercher à incarner l'intention qui est par derrière. Et c'est ça qui est important. Alors elles vont être complétées par d'autres pour aller plus
à la rencontre des personnes qui sont marginalisées. Il va y avoir les accorderies pour des réseaux d'entreprises qui veulent se fournir mutuellement. On va aller vers les barters d'entreprises. Donc il y a une mosaïque d'expériences qui répondent spécifiquement à des besoins, qui ne sont pas antagonistes, ne sont pas en opposition, ils sont en complémentarité. D'ailleurs, voilà, paysage des monnaies complémentaires, ce n'est pas uniquement complémentaire à l'euro, c'est complémentaire à d'autres outils. Pour moi, je fais le figure, c'est que nos grandes monnaies internationales, nos grandes devises, c'est le gros œuvre du bâtiment, et puis nos monnaies complémentaires, ce sont les finitions du bâtiment. Et maintenant, moi, j'intègre tout cela, non pas dans la construction d'un système à terme qui regrouperait toutes ces monnaies pour faire un nouveau truc, mais comme étant des laboratoires qui donneront naissance à une autre gouvernance, à une autre forme de société, alors qui sera ce qu'on est capable d'incarner. À quoi vont donner naissance nos expériences? On ne sait pas. On peut avoir une vision. Moi, j'ai une vision, mais c'est la mienne. Et c'est tout. Moi, ça me donne une perspective et du sens par rapport à ces monnaies. Parce qu'encore une fois, pour moi, l'objectif à terme, c'est vraiment que la monnaie ne redevienne qu'un simple outil au service de la vie. Point. Et que la vie ne soit pas conditionnée. Pour le moment, la vie, le contenu de la vie, de notre vie, malgré les moyens et les connaissances considérables que nous avons, la vie est conditionnée à ce que l'accès à la monnaie permet. On est dans une hérésie, mais absolument suicidaire et absurde, car on se limite dans notre potentiel aujourd'hui. Alors on se limite sans se limiter, c'est-à-dire que justement, comme on le cherche comme la richesse en termes d'économie est considérée uniquement par rapport au profit financier qu'elle dégage dans le plus court laps de temps, ça donne la priorité à des projets qui souvent sont très nuisibles, qui sont très consommateurs, très polluants, très déséquilibrés en termes de répartition de la richesse, etc. Donc on est dans une caricature de ce que l'on pourrait faire par rapport au potentiel de richesses qui sont là à notre disposition dans les technologies et dans les connaissances, tout est prêt pour nous permettre de réaliser un monde d'équité et de suffisance à condition de placer la richesse de la vie en premier. Et c'est cette révolution qu'il faut réussir à faire. Et c'est ça que je cherche à faire grandir à l'intérieur de nos expériences alternatives, c'est ce retournement de la pensée et de bien comprendre que l'objectif à terme, quelle que soit la forme que ça prendra, c'est de mettre la vie en premier et les outils au service de la vie. À 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais non, à 99%, il y a une métaphore par rapport à laquelle je m'inscris en faux, vraiment. Les monnaies citoyennes ne sont pas la finition du bâtiment en dur qu'est l'euro. Les monnaies citoyennes, c'est autant de pirogues, de roulottes, de cabanes, d'abris solides, mais conçus autrement, qui seront en dehors du gros œuvre européen. Y a-t-il d'autres questions ? Peut-être pour compléter un peu ce qui s'est dit, et notamment pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas suivi le MOOC, par exemple, et qui n'ont pas toutes les notions de base concernant les monnaies locales. On discutait tout à l'heure d'un basculement qui s'est produit dans les années 70. Et j'aurais voulu peut-être qu'on réexplique un petit peu cette historique pour resituer le changement sur les monnaies. Il s'est passé un événement absolument... Enfin, il y a eu plusieurs événements. Hein. Moi, je vois, il y a trois grands changements dans les années 70 qui sont produits. Un, la production est devenue supérieure à la demande, quelque chose de tout à fait nouveau. L'économie était faite pour répondre à la rareté et pas pour répondre à l'abondance. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'outil de production mondiale est devenu non seulement suffisant pour répondre à la demande, mais en surabondance. Et donc, on aurait dû se reposer la question à ce moment-là, de se dire, attends, bon, ok, l'objectif ancien qui était de répondre en termes quantitatifs à la demande et qu'on n'arrivait pas
à assouvir. Bon, ça y est, cette bataille-là est gagnée, donc ça nous invite à changer complètement notre modèle. Non, on n'a pas changé le modèle. Deux, il y a eu cette étude qui avait été proposée au Massachusetts Institute of Technology sur la croissance, voir si le modèle de la croissance était un modèle pérenne, puisque c'est ce modèle qui soutient l'économie moderne. Et à cette époque, donc dès les années 70, 73, je crois que c'est sorti, le rapport Meadows disait de façon détaillée, et on le vérifie aujourd'hui dans notre vécu, que le modèle de la croissance n'était pas pérenne et n'était pas un modèle d'avenir. Et trois, la grande révolution, c'était l'abandon de l'or comme étalon de la monnaie, puisque à cette époque-là, il n'y avait que le dollar américain qui était encore convertible en or. Toutes les autres monnaies s'appréciaient par rapport au dollar. Et comme les États-Unis étaient embourbés dans leur guerre du Vietnam et puis commençaient à avoir un déficit budgétaire considérable, les États-Unis ont décidé à ce moment-là d'abandonner la convertibilité du dollar en or. Ce qui fait que le dernier lien qu'il y avait entre l'or et la monnaie nous a conduit à abandonner un système monétaire qui reposait sur une matière, et donc la quantité de monnaie dépendait de la quantité de matière qui la représentait. Donc on était dans une représentation monétaire matérielle, et on a basculé dans un système de monnaie virtuelle, donc qui n'existe plus et qu'il faut créer à partir de rien. Et donc il est créé à partir de la volonté humaine, selon des règles du jeu exclusivement humaines. Donc aujourd'hui, enfin depuis 1971, puisque c'était le 15 août 1971 que ça a eu lieu, cette date, on aurait dû basculer dans un système complètement différent, se disant la rareté monétaire, c'est fini. On n'a plus besoin de se casser la tête pour aller trouver de la monnaie quelque part, on n'a pas de mine à creuser, on n'a pas de rivière à explorer. La monnaie n'est plus matérielle, c'est nous les êtres humains qui allons décider de la quantité de monnaie dont on a besoin pour réaliser nos projets. Donc la monnaie n'est plus un problème. On l'oublie. Quel est le problème? C'est, on est aujourd'hui, alors en 73, on était 3 ou 4 milliards, je ne sais plus. Normalement, aujourd'hui, on est 7 milliards. Il y a quand même du monde sur cette planète. Il y a de la pauvreté. On a des enjeux considérables, donc des enjeux écologiques, entre autres. Enfin, on voyait bien tous ces enjeux qui commençaient à se profiler. Notre projet doit être complètement différent. Réfléchissons sur l'essentiel. Comment on peut faire vivre plusieurs milliards de personnes sur cette planète sans saccager notre vaisseau spatial, et donc en pérennisant la vie et en veillant maintenant, car on le peut, à ce que chacun sur cette planète ait en suffisance pour vivre une vie de suffisance et épanouie. Obsession permanente qui devrait utiliser la totalité de notre intelligence et de nos débats. Et 40 ans, plus de 40 ans après, qu'est-ce qu'on fait? On passe la majorité de notre temps à aller chercher des sous, à aller chercher de l'argent qu'il suffit. Moi, je vous crée 1 milliard sur un ordinateur en 2 secondes. Avec 9 zéros, ça se fait vite, quoi. C'est d'une absurdité sans nom. Et là, c'est là où on voit la limite ou l'ambivalence entre le génie humain et sa bêtise, et on ne sait pas lequel est le plus grand. Il y a une question dans la salle. Sinon, on peut conclure. Ah, mais je ne sais pas où sont les internautes. Juliette, où sont les internautes? Ils sont devant un match de foot. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut conclure. Peut-être pour conclure, quelques conseils sur comment mettre en place une monnaie locale, si on repère des envies sur le territoire, comment faut-il procéder? D'abord, il faut être plusieurs. Voilà. Si on est tout seul, ça ne va pas marcher. Donc, il faut trouver des cops et des copines pour commencer à réfléchir le machin. Puis, il faut s'informer. Et je vous ai dit, tout ce brave monde travaille en open source, donc vous pouvez aller piquer plein d'outils partout, avoir toutes les expériences, les réussites, les échecs, tout ça, sans aucune pudeur. Donc, vous allez chercher tout ça. Et puis, vous
prenez un peu de vin, un peu de bière, vous discutez le coup. Ça doit être un plaisir. On commence par refaire le monde sans limite. Et puis, il faut bien baliser un peu les étapes. Et donc, on commence par des choses palpables. Et puis, quand on a commencé, on va voir des gens qui ont l'air de s'amuser avec ça pour s'inspirer de ce qu'ils font et de ce qu'ils vivent. Et puis, si on en a marre, on s'arrête. Et puis, si la passion vient, on continue. Voilà. Ça doit être quelque chose comme ça. Oui, je dirais pareil, non, mais on en revient toujours à ça. Et il faut une communauté, qu'elle soit une communauté de professionnels ou une communauté de consommateurs, de citoyens, qui partagent une vision, un objectif commun. Et ensuite, avoir l'avantage, justement, comme mon voisin disait, de s'inspirer des expériences qui existent. Des réussites, mais aussi des échecs. Enfin, par exemple, la monnaie boussole, elle s'était inspirée de l'expérience du sol violette, qui est la monnaie de Toulouse. Et d'autres aussi expériences qu'on a plus facilement oubliées parce que c'était des échecs, mais voilà, il faut sans doute reposer et ensuite pas s'interdire, justement, c'est un processus évolutif, pas s'interdire justement de revenir sur l'idée de départ. Ça a été le cas pour Boussole à plusieurs reprises, notamment sur le système de fonte dont on parlait tout à l'heure, que Boussole a progressivement abandonné parce que les utilisateurs se sont rendus compte que le message était bien passé, que la monnaie elle circulait rapidement, et que finalement la fonte était devenue plus une contrainte, un frein, qu'un outil valorisable justement sur le projet. Donc il y a aussi cette idée-là de ne pas s'interdire de faire des erreurs et de pouvoir rectifier le tir en faisant. C'est avant tout ça le plus important, et c'est pour ça que c'est aussi et avant tout une aventure d'un groupe de personnes et d'une communauté pour arriver à un objectif commun. J'ai un complément par rapport à tout ce qui vient d'être dit et d'ailleurs, c'est plutôt une petite anecdote. J'avais été donc approché par, à l'époque il n'y avait pas encore de monnaie locale complémentaire, hein. J'avais été approché par une association à Villeneuve-sur-Lot qui s'appelle Agir pour le vivant, dès 2007 ou 2008, parce qu'ils avaient c'était une association qui était à vocation écologique surtout, mais ils voulaient s'intéresser à l'économie, mieux comprendre l'économie. Ils m'avaient donc appelé, puis m'a demandé de faire une conférence, puis une conférence à une autre, puis après un atelier, etc. Puis j'avais commencé à les sensibiliser sur les monnaies locales ou les monnaies complémentaires, et il y avait eu de l'intérêt. Et donc pendant 2-3 ans, comme ça, on avait fait monter l'intérêt au sein de cette association sur le sujet, et il y avait vraiment l'envie de se lancer dans l'aventure, mais ça ne se faisait pas. Parce que entre ouais, c'est beau, ce serait intéressant de le faire, oui, mais concrètement, quelles sont les étapes? Et donc, ça m'a donné l'idée à ce moment d'écrire un guide, et ça s'est fait sur feuille de papier. Un soir, j'étais parti, tiens, j'ai préparé ça pour vous. C'était un guide sur feuille volante, un guide de mise en place de mes commentaires en décrivant les différentes étapes qui me semblaient nécessaires pour lancer une monnaie locale. Et là, ils se sont mis à dévorer ça, et quasiment dès le lendemain, ils se sont mis au boulot parce qu'ils avaient un balisage. Je le mentionnais pour la Bible, ce n'était pas un truc à suivre à la lettre, mais au moins, il y avait toutes les étapes. Et ça a donné, après, l'écriture du bouquin Une monnaie locale complémentaire, pourquoi, comment. Donc, à la fin, le dernier chapitre, c'est le guide de mise en place d'une monnaie locale complémentaire qui a beaucoup servi à beaucoup de monnaies qui existent aujourd'hui en France, parce qu'on a besoin de ce balisage entre « Ah oui, ce serait bien qu'on ait une monnaie locale, oui, mais pourquoi, puis comment faire concrètement ?» Alors, il y a aujourd'hui, comme on a du recul et des expériences qui existent, on n'est plus tout seul. Il y a d'autres bouquins qui existent, il n'y a pas que le mien. Il y a un réseau mutualisé d'acteurs qui se réunit 1 ou 2 fois par an, ou même maintenant il y a des réseaux au niveau régional, puisqu'il y a plusieurs monnaies dans les régions. Donc on a du monde auprès desquels on peut se rapprocher pour savoir comment vous avez fait ça, comment vous avez répondu à telle question, etc., etc. Mais je voudrais conclure en même temps sur l'importance, selon moi, que ce soit pour un projet de monnaie locale ou n'importe quel autre projet d'alternative aujourd'hui, c'est de commencer par la gouvernance de notre groupe. Parce que si on veut justement aller vers une société
qui exprimera autre chose que le système gagnant-perdant dans lequel on est dans nos gouvernances aujourd'hui, parce que le système majoritaire fait qu'il y a toujours un perdant et un gagnant. Et donc si nos modèles de gouvernance, c'est d'aller chercher la voie qui nous manque pour faire passer notre avis, on restera dans une dynamique gagnant-perdant qui ne pourra que se décliner à l'infini dans nos actions citoyennes. Il faut vraiment sortir de là pour réussir à aboutir à un projet commun dans lequel tout le monde est inclus. Et là, c'est un apprentissage considérable parce que ça nous oblige, mais ça nous permet en même temps de sortir de ce désir de l'emporter, d'avoir notre voix, de faire passer notre truc et de l'emporter sur l'autre pour aller vers un assouplissement et la prise en compte de tous les avis pour aboutir sans rien perdre, mais tout simplement en utilisant la diversité des avis pour faire émerger quelque chose qui sera commun. Ça demande du temps, ça demande de l'intelligence, ça demande de l'ouverture d'esprit, ça demande de la souplesse, ça demande un apprentissage nouveau, mais qui va nous donner cette maturité citoyenne qui donnera naissance là, à une société complètement différente dans quelques années. C'est vrai que ce que vous dites aussi, maintenant les ressources et les retours d'expérience, ils sont là, donc il ne faut pas hésiter parce qu'en fait, on n'est pas tout seul justement. Et ce qui est vrai pour les initiatives citoyennes, du coup, on voit que c'est aussi vrai pour les pouvoirs publics, puisque le CNFPT investit par exemple dans la création d'un MOOC d'outils pour qu'il y ait place des collectivités territoriales dans le soutien à ce type d'initiative, etc. Comment faire, ou voilà, les réseaux d'agents publics ou d'élus investissent également ce champ-là. Donc il y a quand même, voilà, il y a le vivier, il y a les personnes ressources qui sont aujourd'hui présentes pour accompagner ça. Donc comme par exemple le réseau Financité en Belgique, quoi. Enfin, donc autant y aller quand on défriche moins et peut-être qu'on peut éviter certains écueils. Très bien. Plus de questions. Si plus de questions dans la salle, Puisqu'on a période d'utiliser le terme écueil, moi je vous invite aussi, parce que combien dans notre vie, dès qu'il y a problème, écueil, c'est tout de suite quelque chose qui est un obstacle à la réalisation de notre projet. Dans cette mouvance, dans cette transition qu'on vit, je crois qu'il faut vraiment comprendre qu'un écueil ou un problème, c'est une invitation à penser autrement et faire autrement. C'est que je suis crispé sur quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas encore compris suffisamment et que c'est pas un emmerdement, c'est pas quelque chose qui nous bloque dans notre projet, c'est quelque chose qui nous invite à l'affiner et à l'aborder avec un autre regard et d'une autre manière. C'est là où est vraiment la source de la transformation. Et ça, c'est pas facile, parce que j'ai vu combien de groupes explosent ou combien de groupes arrivent à bloquer parce qu'il y a un conflit interpersonnel, parce qu'il y a un problème, peu importe le problème, et aussitôt problème égale « Ah, notre projet ne peut pas se réaliser comme on veut ». Tant mieux que le projet ne donnera pas forcément ce qu'on veut au départ, il va évoluer et il va vraiment devenir très porteur et très vivant à partir du moment où on accepte d'utiliser les difficultés, les écueils, les problèmes comme étant des invitations à la transformation de notre propre position face à l'expérience. Bref, quelles sont les questions à se poser et puis inventons les réponses, quoi. Et qui ne sont pas facilement à trouver, d'autant plus que les réponses, elles se trouvent dans l'inconnu. Voilà. Il faut appuyer sur un bouton. Non, ça marche. Vous m'entendez ? Bon. Alors, Monsieur de Ruder, ce matin, vous nous aviez déjà dit qu'il était très important de faire des évaluations. Si j'ai bien compris. Vous avez dit ça ? Oui. Je fais bien de vous poser la question. Je parlais des interventions des autres, des services rendus par les autres, des points qui étaient positifs et le vécu qu'on avait à travers la Maison des Échanges. Et en fait, entre adhérents, on ne fait pas de bilan. Vous aviez dit que c'était intéressant de faire un bilan et de mettre sur la table un peu nos expériences diverses entre nous, entre adhérents.
Oui. Alors, je suis quand même membre d'une structure où apparemment tout se passe très très bien. Je vois que ça vit de plus en plus. Et bon, en vous écoutant, je me dis quand même que je suis adhérente d'une structure qui a été créée par la municipalité. Hein. Il y a 2 personnes qui sont présentes et un responsable. Donc je pense que ces gens-là font régulièrement le point entre ce qui va, ce qui ne va pas. Mais je pense aussi que quand on crée quelque chose, il faut quasiment réagir comme si on faisait un projet pédagogique et fixer des dates et des délais. Et puis faire des évaluations très régulièrement et puis pouvoir se renouveler et puis avancer comme ça pour ne pas justement à un moment donné arriver à un découragement ou une fatigue chez les gens. Il faut les motiver constamment. Et est-ce qu'on a vraiment intérêt, comme je pourrais penser, à créer des événements autour d'une maison d'échange de services pour que ça vive et pour aussi montrer aux gens ce qu'on y fait pour enrayer cette peur dont on a parlé aussi ce matin, pour montrer les avantages, pour montrer que les gens ont tous leur place. Est-ce que ce n'est pas quasiment indispensable si on veut vraiment arriver à quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas justement pouvoir offrir quelque chose dans le domaine des loisirs, de l'animation, des événements créés, en plus des services qu'on peut échanger? Oui, je crois que la réponse est dans la question. Hein. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Si on est justement dans des expériences qui ont vocation à la transformation individuelle et collective, ça demande d'avoir des partages d'expériences. Parce que c'est sûr que, par exemple, dans les monnaies locales complémentaires, pour le moment, à mon goût, il n'y a pas assez de rencontres de ce type pour avoir un partage d'expériences, mais collectif. C'est pas quelques personnes de se réunir pour dire bon alors ça marche notre truc ou ça marche pas. Non, ça doit être vraiment la communauté. Alors évidemment, il faut que la communauté se mobilise et y réponde. Hein, ça c'est une autre question. Mais voilà, il y a pour moi nécessité au partage d'expériences, de faire le point, de voir ce qui à notre goût est porteur, ce qui à notre goût freine, se poser régulièrement des questions. D'où émergeront des nouvelles pistes et des nouvelles orientations, etc. Il ne faut pas que ça reste quelque chose de confidentiel entre quelques personnes. Ça fait partie de l'expérience. Et une monnaie locale complémentaire, ce n'est pas seulement aller échanger des euros contre une monnaie locale et puis après la dépenser chez des acteurs qui l'acceptent. Et ça ne se limite pas à ça. Il y a tout un travail pédagogique, un travail d'information, mais qui ne vient pas d'une seule personne. C'est un travail vraiment collectif, et on a aujourd'hui plein d'outils, des personnes qui peuvent faire des conférences, des documentaires engagés qui sont absolument fabuleux, et on en a une panoplie extraordinaire. On a vraiment besoin de sortir des sentiers battus, de sortir de ce conditionnement qui nous est imposé. C'est effarant le poids, la pression du système socio-économique qui nous est imposé depuis notre naissance, alors qui est d'autant plus grave et pernicieux qu'on ne s'en aperçoit même pas, tellement on est comme une éponge qui a été saturée de cette ambiance. Donc c'est difficile de sortir de ce conditionnement. Alors ça demande évidemment encore une fois de l'engagement, ça demande de la curiosité, mais nous avons encore une fois tout ce qu'il faut à notre portée aujourd'hui, des films, des documentaires, des bouquins, la volonté, les bassins d'expérience, les laboratoires d'expérience que sont toutes nos alternatives, qui ont besoin de cette animation. Alors évidemment, avec la difficulté que c'est encore du boulot à faire en plus. Et c'est là où on voit combien on est souvent absorbé par l'administration de l'expérience en elle-même. Gérer une monnaie locale, par exemple, ça ne se fait pas tout seul. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et qu'est-ce qui reste après comme temps et comme énergie pour organiser et provoquer ces rencontres? C'est là où on peut se reposer sur des volants importants de bénévoles, mais existe-t-il? Comment les recruter? Comment animer tout ça?
c'est une autre affaire. Mais oui, vous avez raison, c'est à mon avis tout à fait essentiel par rapport à l'enjeu de transformation qu'on a devant nous. Dans plusieurs groupes Monet en Belgique, on a mené toute une réflexion et pris en compte des actions ensuite, parce que réfléchir pour ne rien en faire, ce n'est pas vraiment utile, autour de cette notion d'évaluation. Et on en est arrivé à une conclusion, ma foi, assez plaisante et joyeuse, qui était de dire, plutôt que de retomber dans le schéma traditionnel où on se fixe des objectifs, et puis quand on arrive à la date butoir, on les a atteints ou on ne les a pas atteints. Si on les a atteints tout juste, c'est qu'on est tous à plat ventre parce qu'on sait, voilà, ou on ne les a pas atteints, on y est presque, mais pas tout à fait, et alors on est un peu triste de ne pas avoir atteint les objectifs, ça c'est le modèle habituel. Mais on a décidé de balancer ce modèle, et on s'est dit, on va fixer le moment où nous célébrerons ensemble le chemin parcouru jusque-là. Et on ne définit pas maintenant là où on veut être précisément dans 6 mois. Mais on fixe déjà la date, on réserve la salle, on fait en sorte qu'il y ait ce qu'il faut, etc. Et à ce moment-là, on va célébrer ensemble le chemin qu'on aura parcouru entre-temps. Et dans cette célébration, sans connotation religieuse bien sûr, dans cette célébration, on va analyser les différents éléments qui ont fait qu'on a bien avancé et qu'on a progressé sur tous ces axes. Et puis, comme de juste, on va fixer la suite du chemin vers lequel on veut continuer à avancer. Mais c'est vraiment important de nous déformater ou de nous créer ensemble de nouveaux cadres d'évaluation sans retomber dans ces trucs normatifs culpabilisants et où on fabrique soi-même les bâtons dont on sait bien qu'ils vont nous retomber sur la tronche 6 mois plus tard, quoi. Voilà. Donc c'est facile à dire comme ça, mais je vous assure que dans les faits, c'est assez difficile à faire le switch dans nos esprits qui sommes habitués à une culpabilité autoflagellante comme ça. Hein. Voilà. Mais voilà, on peut en sortir. Hein. Moi, j'arrive assez bien à en sortir maintenant. Ça se voit, il semble. Arrêtez de s'auto-flageller, je pense que c'est une bonne conclusion. C'était ça, ouais. On essaie justement d'animer justement le système de gouvernance d'une monnaie locale qui sont souvent assez similaires, qui essaie de faire participer toutes les parties prenantes du projet, donc les commerçants d'un côté, les citoyens de l'autre. Et justement, on se rend compte, et c'est tout à fait vrai, c'est qu'en fait, on a l'impression que ces réunions-là, elles servent justement à s'auto-flageller plutôt qu'à dire, ok, depuis un an, qu'est-ce qu'on a fait, on en est où, et finalement que c'est là qu'on peut peut-être même mieux identifier les blocages, les freins qui seront, dont on peut se mettre comme objectif de les avoir levés sur l'échéance suivante. C'est peut-être un meilleur moyen de fonctionner plutôt que de faire une réunion où on a l'impression qu'on va venir se plaindre à tour de rôle de ce qui n'aura pas été sur la période. Ouais. Et tu dis les commerçants d'un côté, les citoyens de l'autre. Mais les commerçants, c'est aussi des citoyens. Donc il y a des citoyens dont certains sont des prestataires partenaires, ont des activités économiques dans le système, et d'autres ont d'autres activités économiques qui consistent à bouffer ce que les autres ont fabriqué, enfin, sur la filière alimentaire. Mais c'est super important, c'est-à-dire de se dire, nous sommes un collectif de citoyens avec des rôles différents dans des boucles économiques, et on va ensemble se féliciter du chemin parcouru. Mais vraiment, quand on commence des assemblées d'évaluation sur ce ton-là, déjà, ça augure d'assemblées qui durent plus longtemps, des afters qui durent plus longtemps que la partie formelle et tout ça. Mais c'est ça qui fait aussi que des volontaires rejoignent le réseau, ont envie de s'engager parce qu'ils ont envie d'en être, du coup. Voilà, c'est vraiment un truc qu'on a tendance à sous-estimer, voilà, ou parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas se dire qu'on est beau, qu'on est fort, qu'on a bien avancé. Voilà. Ben, il faut le faire. Oui, alors ne pas... On peut le faire aussi au jus de légumes, hein, ça marche aussi. Un bon stock de valeureuses pour finir la journée. Non, mais pas uniquement, parce que là, on a eu aussi... Soyons pas sectaires. Non, mais on a eu aussi des mouvements internes qui disaient, attendez, on n'est pas obligé d'être bourré pour être joyeux. Moi, je bois que du jus de légumes et du jus de fruits, et je suis aussi quelqu'un qui peut faire la fête, etc. Donc, je dis ça en demi-caricature, mais il faut y être attentif aussi, quoi. Voilà. Surtout quand on veut intégrer des jeunes femmes dynamiques qui, en général, parfois, sont un peu plus sages que les gars. Parfois, hein, pas toujours.
Merci beaucoup. En tout cas, de finir aussi sur une note joyeuse comme ça. On peut se dire que on peut se féliciter, être très content d'avoir passé ce moment très riche ensemble aujourd'hui et ce matin également. Je voudrais remercier tout particulièrement donc, les intervenants qui ont accepté de venir partager ce moment aujourd'hui. Donc Philippe, Eric et Miguel, avec la modération avec brio de Stéphanie et Juliette, donc de Citego. Je voudrais remercier également toute l'équipe du Learning Center qui a participé à la préparation et à l'exécution de cette conférence, à la technique, Géry, les médiateurs, l'accueil, voilà. Et puis, cette conférence clôture le cycle La ville est à nous, hein, qui se fait autour de l'exposition temporaire qui est encore au 4e étage, que vous pouvez visiter si vous n'avez pas eu encore l'occasion de le faire. Et le prochain cycle sera lancé en octobre. D'ici là, il y aura tout un programme d'activités pour l'été qui est plus spécifique justement pour la période estivale. Mais à partir d'octobre, on va lancer donc un nouveau cycle sur l'après-pétrole et avec une nouvelle exposition temporaire et tout un programme de conférences, ateliers, débats. Donc nous espérons vous revoir à la fois pour la programmation de cet été, mais aussi à partir de la rentrée. Voilà, merci beaucoup. J'ai oublié de préciser qu'à la sortie, vous trouverez, si vous le souhaitez, il y a les livres de Philippe qui sont en vente.